Je vais permettre au public qui est présent de poser quelques questions. Thank you. I am Bakaiwe Kolwe Abdias. Uh-huh. I study peace and development at Uh-huh. master's level Uh-huh. in the Protestant University of Central Africa. Okay. And my question goes thus. Besides the dialogue that you want to put in place to Uh-huh. resolve the problem in the Northwest and Southwest region, Uh-huh. don't you think that it will be reliable to bring back the name, the United Republic of Cameroon? Because the Federal Republic of Cameroon, as you said earlier, Mm-hmm. is this problem that it can be one of the reasons of the Northwest and Southwest region. So bringing back the United Republic of Cameroon will solve it. In 1960, it was the French Cameroon That's correct. independence. Yeah. So yes, that's the question. And I have the second question. Talking of Anglophone, Francophone, is it not better to talk of Cameroonian as simple? Thank you. The first question, you have a point, but I think the mistake in this country is that we speak about the form before the content. But let's talk about the content first. The content. How will this country function? Is this a federation? Is it a federation? Is it a confederation? What is it? And when we have decided that, then the name, of course, will change, because the name confuses, as you say very well, with the name in 1960. That you need to change it. So let's discuss on how. How many states? 10, 4, 5, 3, I don't know, 2. Is it going to be a system where we have 2 macro states and then autonomy within? There's so many possibilities. So let's firstly, and I can't decide that now, we have to learn to decide together. Cameroonians will meet and debate from all over. You know, there are some Bassa people who feel that the Bassa people, they suffer, it is true, because of the war against terrorism. So they are in about 3 different regions. Do you have to put them together? I don't know. There are so many things to consider. But once we have gotten that clear, we will now decide the federation and how we call the country. The second problem too is, which you raised, was Anglophone, Francophone. That, you see, in those who say, oh, we are all Cameroonians, are those who want to hide the problem. That is a reality. If you go to Belgium, you're the Flemish, you're the French. If you Canada, there's Quebec. And then each time the mix of the society coincides with a geographical and colonial arrangement, you have to call it that way. Maybe down the road will be Cameroonians, but it will be Cameroon Anglophone, Cameroon Francophone and all that. People even went to the point they were trying to say, bon, here there's Anglophone. If you can ask a Francophone, I don't know if you can find many Francophones who can give you 10 Anglophone ethnic groups. I doubt it. To them, here there's Anglophone, here the Wodo, here the Nordist, here the Baka, that's the way they think. So I think it will be desirable, I agree with you, that we are all Cameroonians, regardless. But our country is how many years old? So I think we'll get there. Let's firstly be able to live as a union, understand that you cannot be talking about African unity when even in Cameroon you are not united. So I think it is important, in conclusion, that we consolidate a union before we move towards worrying about names. And also a national language. We should be developing a Cameroonian language because there are many similarities. Je ne sais pas. Moi, je suis de Méta. Je partais dans les tribunaux de premier degré. Bon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui bêtise. Comment on dit estomac en bêtise? Je connais Aboum, le ventre. Voilà. Chez moi, on dit Fouboum. Comment on dit mon mari? Chez moi, on dit Mounoum. Comment on dit assieds-toi? Tabassi. Comment on dit Choubessi? Et je suis de là-bas. Comment on dit je suis malade? Macron. C'est moi, on dit Mowana. Tu vois, ça veut dire que on n'a pas fait des recherches pour voir ce qui nous unit. On est oh, c'est celui-là, oh, il mange le tarot, moi je mange le mot. C'est quoi ces histoires? Parce que, à cause de ce que j'appelle les politiciens, c'est pour ça que j'accepte, comme appelle ça, avec beaucoup de réticence. Quand chez toi,
il y a des gens qui discutent, quelqu'un mode politique. Tu vois, c'est ça. La politique, c'est quelqu'un de malhonnête, qui ment, tout ça. Bon, tu vois, donc je pense qu'il faut que nous évoluions. Cherchons dans le temps, c'est qui nous unit. Bon, il y a un gars qui m'a dit, un ami me dit, c'est pas vrai, Limbi Lobé a dit que lui, il te soutient, mais lui, c'est un génocidaire. Je dis, pourquoi vous regardez les choses toujours à l'envers? S'il dit qu'il me soutient, pourquoi vous ne connaissez pas que moi, je peux être un pont pour réunir les deux? Pourquoi vous devez toujours penser, bon, qu'est-ce qu'a dit l'autre? Il dit que, il y en a un qui va dire que, oh, les roses sont pleines d'épines. Il y a un autre qui va dire que, il y a plein d'épines, heureusement qu'il y a une rose. Je pense que, ah oui, mais écoute, je pense que c'est l'attitude qu'on a vers la vie. Et je suis d'accord, so I agree with you. It's a progression. It's a progression. Yeah. Une autre question? Okay, good afternoon, Barrister. Good afternoon. I am Isimnu Motoko, translator and interpreter. Okay, firstly, I want to know what is your opinion on the harmonization of a judicial system, because we find out that in the Cameroonian law system there are both two laws, which is the Francophone law and the common law. Yeah. But we see that it can be a factor of dissociation and not a factor of both parts to be united. What is your opinion of a harmonized judicial system? And secondly, on peut constater dans le système camerounais que la jeunesse camerounaise fait face à ce qu'on peut appeler une crise de l'emploi, parce qu'il y a un manque criard de méritocratie. Quel est le rôle que vous gardez à la jeunesse camerounaise dans le domaine de l'emploi? Bon, mais la première chose, l'histoire de l'harmonisation. Je pense que l'harmonisation a ceci de négatif. Ça risque de noyer notre diversité, que je considère comme étant une richesse. Du côté judiciaire, je pense qu'il faudrait que les systèmes judiciaires soient cantonnés dans les régions dans lesquelles il y a une culture semblable. Donc, si on décide d'avoir deux États, nord-ouest et sud-ouest, il n'y a pas de mal à avoir une Cour suprême pour les deux régions, parce que c'est la même culture judiciaire. Mais quand vous amenez ça, la Cour suprême ici, bon, il y a des magistrats francophones, il y a des magistrats anglophones. Il y a des facteurs qui ne vont pas prendre en compte. Justement, il va traduire tous les documents avant que ça aille au tribunal. Déjà, vous avez un procès qui tourne seulement sur des mots. Maintenant, quand vous traduisez, imaginez donc la complexité. Donc, il y a tout ça qui va en compte. C'est même moins cher d'avoir un système. J'étais au tribunal militaire, là, en appel. Attendez qu'on appelle mon dossier. Un gars, on l'a condamné. On a tout dit en français et tout. Et le gars voulait demander ce que... On dit, mais votre avocat va vous dire... On l'a ramassé, on l'a mis dehors. Et le gars cherche justement à comprendre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir de ce côté-là. So, I agree with you that harmonization is not the way out. Pour certaines choses, code de travail, certaines choses on peut harmoniser. Mais pour code pénal, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas que voler à Boya c'est bon, mais voler à Yaoundé c'est mauvais, non? Donc il y a pour certaines choses. Mais on ne peut pas tout harmoniser. Donc il faudrait une harmonisation qui prend en compte la diversité. Et ce n'est que dans un système fédéral que tu peux pouvoir, et même nos coutumes aussi, qui entrent en jeu. Bon, quand vous entendez maintenant que les mariages coutumiers sont reconnus, moi je trouve que c'est un bon pas. Mais il faudrait que ce soit bien cadré. Pas que les gens, n'est-ce pas, puissent aller se marier en catimini au village et rester là. Et la femme à la maison pense que c'est le seul. Quand le gars a 50 autres femmes traditionnelles mariées, le jour des héritages, tout le monde se pointe. C'était comment? Mais, ils étaient. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit cadré. Donc qui a ça? The second question was about. C'était. Oui. Je pense qu'on a un premier problème ici. Est-ce que notre système éducatif permet aux jeunes qui sortent de l'école de trouver du travail? Ça, c'est une question. Oui, il faudrait que ça soit fait de sorte que les gars, dès qu'ils sortent, il faut qu'il y ait un programme d'insertion. Pas insertion par la bouche, une insertion qui vous donne les moyens pour y aller. Les collèges techniques, là, on vous apprend à être électricien, maçon, je ne sais pas quoi. Vous avez un système d'éducation. Exemple, tous les sociétés là qui gagnent les marchés publics, on peut les exiger que vous devez prendre un stage X nombre
d'étudiants et tout ça, même si on vous donne une réduction des impôts. Ouais. Mais il faudrait qu'il t'intègre. J'ai oublié son nom. Un monsieur, je crois qu'il était au lycée de Constamba, un lycée technique là-bas. Il a créé une société, tous les travailleurs étaient ses élèves. Ils ont parti exécuter un chantier terminé à Kribi. Électricien, plombier, maçon, nickel. Mais pour les payer, c'était notre truc. On a être payé. Donc, je pense que le premier truc, c'est de repérer ces gens-là. Il faudrait qu'on ait dans notre pays aussi un système de repérage de talents. Ça va pour tout le football et autres. Qu'on les repère et qu'on essaie de les pousser. Donc, l'excellence dans notre pays n'est pas payé, tu vois. Et finalement, on a des travailleurs. Le gars, il vient chez toi, il met la prise au mur, c'est tordu. Tu dis comment il dit, bon, Le mur patron, lui-même est déjà tordu. oui, il dit, mais patron, ça marche, non. Et tu vas manger, monter sur l'escalier, il y a un qui est plus grand que l'autre, tu te bouges tout le temps. Ouais. On va dire que ouais, le vieux souffre. Mais c'est pas ça, mais là, il y a des différences. Il y a des choses que nous ne primons pas ici. Et je pense que l'État est dans le moteur d'aider l'étudiant à devenir un employeur ou un employé. Les connaissances de cause. J'ai des gens qui viennent, ils veulent être avocats stagiaires. Même l'ordinateur, ils ne peuvent pas utiliser. Saisir des documents, ils ne peuvent pas utiliser. Mais il est seulement sur son téléphone, WhatsApp et autres. Mais il peut pas. Donc, peut-être qu'il est influenceur déjà. Oui, mais écoute, voilà. Bon, non, je pense qu'il faudrait que notre formation soit taillée pour nourrir le marché qui arrive. Donc absolument, à mon avis, c'est the first thing. Il faut primer la technologie. Si on veut être un grand pays minier, qu'est-ce qu'on fait? Le président Museveni, quand il a découvert le pétrole, il a voulu commencer à exploiter. Il a dit qu'il va prendre un société expert pour venir exploiter. On a donné toutes sortes de... Ah, donc on va prendre 60%, on va prendre... Il dit, vous savez, le pétrole là ne fuit pas. On laisse tout dedans. Il a pris les Ougandais qui sont partis en formation. Quand ils sont revenus, il a commencé à exploiter. On y va. Et voilà. Donc, je pense qu'en 60 ans, on a quand même pu former des gens dans les mines pour qu'on ait une grande industrie. Ce qu'on va travailler, j'espère que ça pourra être fait dans tout ce qu'on produit. Que le bois, le café, tout. On finit ça ici, au plus haut niveau, avant que ça ne sorte. Chez nous, on forme les ingénieurs des mines et ils font 2-3 ans sans jamais voir les mines avec les yeux. Mais voilà. Ouais, donc c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. J'étais au lycée avec un ami à moi qui venait d'un village et tout. Il faisait sciences physiques et tout. Un week-end, j'étais parti au week-end. Il me dit, Akere, s'il te plaît, je dis quoi? Je n'ai jamais vu une cuisinière à gaz. Est-ce que tu peux m'aider à voir ça? Je dis, viens, on va partir le week-end. On est parti chez moi le week-end, j'ai expliqué l'histoire à ma mère, elle était comme un peu triste. Ma mère l'a presque adoptée. On a passé tout le week-end là au palais à Boya, le vendredi jusqu'à dimanche. Non seulement il avait ça, il a tout vu. Et chaque fois que je partais, on me donnait un carton avec des trucs. Et lui aussi avait un carton. J'ai même regretté, je suis parti avec lui parce qu'en partant, ce carton était plus gros que le mien. Ok, on va continuer. Maintenant, on va entrer dans un volet qui me concerne de plein pied, art et culture, du 237. Alors, je sais, à titre personnel, que vous êtes assez impliqué dans la culture. J'essaie d'être. Mais, je vais quand même poser mes questions que j'ai prévues. Vas-y. Parce que parfois, je peux poser et parfois, ça peut sortir que vous n'êtes pas comme je croyais. Oui. Alors, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire de la culture? Parce que Etoudi, c'est octobre. En attendant, ce n'est pas quand vous allez arriver à Etoudi que vous allez faire les commissions pour comprendre. Maintenant, avant d'arriver à Etoudi, quel est l'état des lieux que vous faites de l'art et la culture du Cameroun? La culture est gérée pour enrichir ceux qui ne sont pas les producteurs de la culture. Ça, c'est mauvais. C'est une façon de tuer la culture. Il faudrait que la culture soit gérée de façon de l'enrichir, de façon à s'assurer que ceux qui sont les acteurs là-dedans sont des gagnants. Je vais prendre une fois la Fondation Mouna, oui. La première chose que j'ai créée, c'est un studio d'enregistrement. Je fais venir un ingénieur de son américain qui est venu, il a construit le studio. Et n'importe quel artiste qui a été choisi pouvait venir là-bas, enregistrer ce machin démo pour utiliser, pour faire la promotion de sa musique.
Mais ça, on peut pris, on va le faire parce que je connais les Camerounais, ils ont commencé à voler des instruments, des CD, les cordes de guitare. Ils viennent là en catimini, ceux qui gèrent. Non. Ça, c'est le sabotage de mes collègues. Ils viennent là en catimini, enrichir les gens sans connaissage et tout ça. Donc, ça va avec. Donc, ça veut dire que moi, je suis impliqué dedans. Et c'est bien, mais quand tu es bien portant, et alors quand tu ne pourras plus produire, c'est comment? Ça m'a fait mal au cœur quand on était en train de cotiser pour l'enterrement de Coco Ateba, que je connais en 81. Ouais. J'étais complètement ébahi par cette jeune dame qui jouait la guitare acoustique. La seule personne que je connais, c'était Anne-Marie Nzier, qui plaçait la guitare comme ça pour jouer. Et je suis parti donc dans ce cabaret créé par Manu Dubango, et je vois donc Claude Dame, Coco Ateba, qui chantaient, jouaient. J'étais complètement ébloui par ce qu'elle faisait. Et on a gardé une amitié très étroite depuis 81. D'ailleurs même, je l'ai vu un jour et le lendemain, il pouvait se voir dans mon bureau. Il dit, mais tu m'as venu voir, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je dois aller à Douala pour un truc urgent, et je n'ai pas le transport. Je dis, combien? Il me dit 10 000. Je sors un papier, je vous m'écrivez là. Bon. Il dit, je suis signé Coco Ateba, quand des amis me tentent à avoir pris 10 000 francs à Med Mouna, il a signé. Alors j'ai retrouvé dans mes papiers, j'ai retrouvé ça, je crois, 7 jours avant qu'elle ne décède. J'ai filmé, je lui ai envoyé, il me dit, Akere, toi alors. C'était très amusant, un truc qui date de presque 40 ans. Mais c'est pour te dire. Et je suis très proche des artistes depuis, que ce soit les Dave Moktoy, les Cindy Midja d'avant, tous ces gars-là, j'ai pu être avec eux jusqu'à aujourd'hui. C'était parce qu'au lycée, je jouais à l'orchestre du lycée. Je faisais la guitare dans un groupe qui s'appelait The Funkies. Je jouais la guitare et tout. C'était bien à l'époque. C'était bien, c'est aussi bien maintenant. Parce que ça me faisait, non, les anciens, vous avez dit que ça me c'était faisait bien. beaucoup d'amis chez les jeunes filles. Là, c'était bien. Oui, je sais, beaucoup de gens ont fait la guitare et la musique pour ça. C'est vrai. Bon, alors, si on parle de l'art et la culture, il y a le statut de l'artiste. Ah oui, c'est ça que je parle. Il y a le statut de l'artiste. C'est qu'il faut gérer. En combien de temps est-ce que, quand vous serez étudié, vous allez gérer ça, comme on dit? Il y a des problèmes urgents. Ça veut dire comment est-ce qu'il vit? Vous voyez, comment est-ce qu'il vit? Est-ce que ce qu'il fait est équivalent de ce qu'il gagne? Comment est-ce qu'il vit? Et quelle est l'assurance qu'il a pour après la fin de carrière? Donc il y a en partie. C'est l'entrée de carrière. Donc il faut chercher ceux qui sont talentueux. Sa carrière, c'est bizarre avec tout ce qu'on a comme bombe artistique dans ce pays. On ne connaît pas. C'est quoi, conservatoire? Conservatoire, oui. École de musique, conservatoire. Oui, on forme des gens. C'est incroyable. Vous avez un artiste comme Richard Bonat, qui est un ami que je connais, mais quand vous voyez ces concerts où il va à l'étranger avec les grands orchestres symphoniques et tout ça, bien sûr. Vous vous demandez, mais ça c'est un Camerounais, mais j'ai fallu bagarrer avec un gars, un Nigérien à Washington. Que je dis que Bonat, il est Akere, mais quand c'est mon Dieu que c'est un Camerounais. Quand je te montre les faits, moi tu dis, je ne le connais pas. J'ai dit, non, mais c'est pas vrai. Donc, il y a ça, on a ces talents. Coco Ateba était vraiment une fille talentueuse. On l'a mêlée dans une vieille histoire qu'elle aurait chanté le nom de la première dame, l'autre première dame, la première dame. Première et dame. bon, ben écoute, on l'a arrêté, on l'a fermé à BMM et tout. Benin et moi, on était son avocat. C'est comme ça, elle partira en exil politique. Donc, on a tout ça à gérer. Donc, l'entrée en carrière, qu'est-ce qui peut nous porter? Et puis après, bon, on est sauvé du côté du football parce que, bon, les gens vont avoir les gros contrats et puis... Non, le football, eux là-bas, c'est bien. Eux là-bas, bon. Donc je pense qu'il faut donc gérer les trois parties. L'entrée en profession, la gestion des carrières et l'après, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'il y ait un système qui va les accompagner. L'après, c'est un peu les droits d'auteur. Oui, même pas les droits. Quand tu as 72 ans comme moi, tu vois... Le droit d'auteur aide beaucoup, hein? Aide, bien sûr. À 72 ans... ça vous rend même riche. D'ailleurs, même, des fois même, c'est ça qui faisait survivre Coco. Parce que, tu vois, elle avait fait Truc Foufou et d'autres chansons qu'elle avait faites qui, encore, à l'étranger, lui permettaient d'avoir quelque chose. Et je pense qu'il
il faudrait que ce soit organisé. Il faudrait qu'on mette en exergue nos artistes, vous voyez. Et comment vous allez financer ça? Est-ce qu'il y a un agent qui est posé quelque part qui vous attend? Sinon, comment vous allez trouver les moyens? On commence par boucler les trous de vol, n'est-ce pas? Ces gars qui te volent de l'argent. Hein. La route de Douala-Yaoundé, là, quand ça a commencé en 2014, c'était presque un point de 300 millions. Maintenant, ils disent qu'il faut 1000 combien de milliards. C'est passé où? C'est la route la plus chère du système solaire. Oui, ben justement, ben voilà. Même au-delà, qu'est-ce que nous en savons? Puisque nous sommes déjà de galaxies. Bon, ben écoute, je te dis, on nous a embêtés, nous qui roulons tout le temps, qu'il faut des péages par-ci, les péages par-là, électroniques et tout. N'est-ce pas, on a fini. Et ils ne marchent pas, ils sont là. Ils sont là. On est toujours en train de dire, gars, je donne 200. Ça continue. Donc, ça veut dire que, comme quelqu'un a dit, le sous-bassement de tout ça, c'est la corruption. Quand tu gères quelque chose dans lequel tu n'as pas une mise, je pense que tous les artistes, il faut qu'ils soient gérés par les artistes, responsables et formés pour, et qu'ils soient comptables. Tu vois, donc il ne faudrait pas... Pour prendre un exemple concret, notre grand voisin, le Nigeria, a décidé à un moment de mettre 2% du PIB dans la culture. Et on voit comment le cinéma, la musique, il y a eu un grand boom. Est-ce que vous allez, vous, par exemple, vous inspirer de ce modèle-là? Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ça va être financé grandement dans les 3 phases. L'entrée, la profession et l'après. Ça va être géré avec une subvention de l'État. Je me dis la même chose pour la télé. Quand on avait une seule télé, c'est bien que les droits audiovisuels l'avant à la CRTV. Maintenant, ils sont nombreux. Suivis par tous les Camerounais. Maintenant, les mêmes fonctions. Pourquoi ce sont eux seuls qui doivent toucher ça? Donc, je pense qu'il y a des mécanismes qui permettent de faire. J'ai dit des agents qu'on vole. Il y a des programmes. On crée dans ce pays, on crée un projet ou un programme. 90% du budget, c'est des administrateurs de programmes. Et l'objet même de ce programme-là, ils n'ont presque rien. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a beaucoup d'endroits où on pourra trouver ce qu'il faut. Mais ça doit être financé. Ok, alors on sort de cette rubrique pour aller vers la fin de l'émission déjà. L'avant-dernière rubrique qui va être très courte, qui s'appelle Actualité et faits divers du 237. J'imagine que vous avez suivi, comme moi, comme tout le monde, le conflit MINSEP-FECAFOOT, qui a quand même monopolisé la toile et le quotidien des gens. Comment est-ce que vous analysez ce conflit-là, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui est, on va dire, en conflit avec la Fédération de football? Je pense que tout ça relève de l'amalgame qu'on est dans ce pays. C'est-à-dire qu'on est spécialiste, on fait un bon texte et on met une épine dedans. Et puis, après, on commence à tourner un rond et c'est l'État qui doit arbitrer. Donc, je pense qu'il faut aussi un problème d'intégrité. Tu vois, quand il y a un place qui est important, qui est ouvert, tout ce qui va avec pour nommer les gens. Donc, ceux qui sont mécontents vont toujours soulever quelque chose. Donc, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Je pense qu'il faut assainir le système, mettre l'intégrité en place pour que les choses soient transparentes. Toutes les organisations auxquelles nous appartenons disent qu'au Cameroun, il y a une opacité incroyable. Que ce soit dans le NID, opaque. Que ce soit l'IMF, comptabilité, on dit qu'on est opaque. IITI, opacité, c'est toujours nous. Blanchiment d'argent avec Gafi, opaque, c'est toujours nous. Est-ce que c'est compliqué de dire qu'on publie tous les 3 mois ce qu'on a mis plus dans les péages? Ça coûte quoi à qui? Est-ce que c'est difficile de dire que, bon, droit d'auteur, 3 mois, c'est qu'on a reversé une machine d'artiste, c'est comment? C'est ce qu'il faut. Va au Brésil, tu regardes, tu peux voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces problèmes se règlent par une transparence dans l'organisation. On a les mêmes problèmes. Conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT. Comment ça se fait qu'après tant d'années, on n'a pas encore trouvé de formule qui permet de gérer ça équitablement? C'est parce que ça, de ce côté, quand ça t'arrange, bon, on laisse comme ça, on ne touche pas. Quand ça tangue, ça va de ce côté, dire, ah non, vraiment, il y a telle clause, il y a telle... Vraiment, je ne veux pas entrer dans ce débat-là parce que ceux qui l'ont fait, ils n'ont qu'à trinquer. Pour sortir de là, au Cameroun, il y a 2 grands partis politiques. Le parti des Hibou et le parti des Églisiens. Donc, vous êtes dans quel parti?
Bon, je ne suis pas dans les histoires d'oiseaux et je ne sais pas quoi. C'est pas ce que je fais. Donc, je ne suis pas... J'aurais dit que je suis du côté des Glisien parce que Kouvondo qui m'a élu, mais lui et moi, on ne parle même pas de l'Afrique à foot. Donc, de façon tacite, vous êtes églysien. De façon tacite. Parce que l'Église peut amener beaucoup de votants, hein, attention. Bon, écoute, mes principes ne sont pas par rapport aux votants. Mes principes, c'est par rapport à ce qui est bien pour le pays. Si quelqu'un me dit qu'il faut qu'on commence à encourager la corruption, je dirais ne me votez pas. C'est simple que ça. Donc pour le moment, ce débat-là ne m'intéresse pas vraiment. Je pense qu'il faudrait un truc fondamental qui permet à la postérité, ceux qui grandissent là, de pouvoir fonctionner dans un système qui est clair et simple. Pourquoi tout doit être... On dirait qu'on est dans des pays différents. On ne peut pas avoir cette mentalité de gérer un pays pour le bien de tous. Bon, écoute. Excellent. Alors, on est en train d'aller vers la fin de notre entretien. Oh, c'était long et très intéressant. Ok, il y a une dernière rubrique qui s'appelle une image ou alors un nom, un commentaire. Ok. Donc, je vais vous donner 3 ou 4 noms. Vous faites un commentaire, ce que vous pensez, en bien ou en mal, ou alors si vous ne pensez rien, ça dépend de vous. On va commencer par Paul Biya. Écoute, j'ai connu le président Paul Biya quand mon père était le Premier ministre puis vice-président. Et mon père faisait l'intérim pour le président Paul Biya quand il était secrétaire général de la présidence. Mon père faisait l'intérim pour le président Aïdjo. Donc, Paul Biya venait tout le temps à Boya comme secrétaire général de la présidence. Il m'a connu très jeune, donc je le connais. Je pense que pour la politique, il aurait fallu une autre dimension qui l'aurait aidé, je pense. Hein. C'est un travailleur, c'est un homme appliqué. Connaissant Aïdjo, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas prendre n'importe qui comme ça, pas ça, quelqu'un qui est profond. Mais je pense que, au contraire d'Aïdjo et à celle des autres, qui ont fait les élections législatives, parlementaires, qui t'obligent à aller vers le peuple, et toutes ces choses-là. Moi, par exemple, pour devenir bâtonnier, il faut que je me laisse insulter par un avocat qui a 6 mois parce que je veux qu'il vote pour moi. Il y a des choses qu'il faut supporter, des insultes, et tout ça. Ton père a volé l'argent du pays, tout ça. Ce sont des choses qui te forment vers la tolérance. Je pense que peut-être ce côté de la chose-là le suit maintenant. Et je pense que le président Paul Biya, que je pense avoir connu, selon ses propres principes à lui, je pense que c'est le président aujourd'hui, c'est réparti. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Je pense qu'il y a eu un tilt en 84. C'est tout dit. Ça a tout dit alors. Et tout dit, il y a une magie là-bas. Oh, mais tu as tout dit alors. Alors, autre nom, professeur Maurice Kamto. Oui, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Ok. Professeur Nkumvondo. Mais ça, je ne peux pas passer sans faire un commentaire. Parce que c'est lui, le professeur Nkumvondo, qui est venu me voir pour dire qu'il pense qu'il faut, pour la réconciliation, un anglophone. Et je vois il dit que le combat de maintenant, c'est entre la corruption et le problème nord et sud-ouest. Et je pense que tu es le mieux outillé. Je suis venu avec Dr Balaguel, que tu sois le candidat. C'est comme ça, donc, je me détermine pour être le candidat de Nkumvondo. J'ai découvert un professeur bouillonnant, plus que moi, mais on est devenus quasiment comme des frères. On se comprend à demi-mot et c'est un ami. Et un frère, je dois vous dire. Ok. Alors, on va terminer avec Cabral Libi. Cabral Libi, j'admire sa détermination. Je l'ai connu quand j'ai fait une émission, je crois, à La Reine. Il était donc La Reine, il était donc, je crois, non, mais là, à cela, il était le duel. Oui, c'est ça que je l'ai connu, je ne le connaissais pas. Je le découvre pour la première fois. Par la suite, on a discuté en 2018 et cette année-là, on a beaucoup discuté. On continue à discuter à ce qui concerne l'effectuation d'une coalition. J'admire sa détermination et je pense que ça doit faire peur à certains qui tentent chaque fois de lui mettre des bâtons dans les rues à tout le monde. Je pense qu'il a l'âge qu'il faut, donc il a le temps pour combattre, même si le combat va être long, il a l'âge qu'il faut. Mais je pense que j'admire sa détermination et comment il a réussi à suivre un trajet.
Ok, alors nous allons terminer l'émission. Je vais vous demander de parler face caméra, de parler à tous ceux qui vont voter. Qu'est-ce que vous leur promotez? Pourquoi ils doivent voter pour vous? Non, mais écoutez, chers citoyens, on me pose la question, je vous dis ceci. Notre pays est à un tournant critique. C'est triste parce qu'il y a une logique objective que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Qu'il y ait des gens qui nous disent qu'après 43 ans, il nous faut quelqu'un de 93 ans pour diriger ce pays, c'est quand même triste. Je me demande si les gens qui font ça sont même pas patriotes. Mais je vous dis, là en octobre, c'est l'avenir, votre avenir, l'avenir de vos enfants qui est en jeu. C'est à vous de décider. On vous dira que le système est pipé, on dira ceci, on dira cela. Regardez ce que je vous propose. Regardez l'idée de transition. Regardez le fait que ce qui nous tue ici, c'est la corruption. Regardez que les crises dans les régions sont utilisées pour nous diviser, au lieu de nous unir. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que suivez-moi, suivez la coalition UPR et je pense que vos désirs seront comblés. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Mais merci de m'avoir invité. Peut-être que le prochain rendez-vous, ça sera à Étoudi. Sûr, avec ceux qui étaient là aujourd'hui. On va garder tous vos noms. Oui. On retrouvera Akere Mouna et Étoudi Oui, voilà. dans quelques semaines. Ok, justement. Voilà. Merci. Restez scotchés sur Combosa TV, présidentielle 2025. On est ensemble. Merci encore.